Le jour de l'an, papa a distribué des cadeaux à tout le monde. À tout le monde sauf à moi. Je suis resté là, un gobelet de café tiède à la main, à observer les sourires s'illuminer et s'effacer au fur et à mesure qu'on ouvrait les boîtes, qu'on s'embrassait et qu'on orchestrerait les rires pour les photos. Mon frère admirait sa nouvelle montre. Ma tante tenait une écharpe comme si c'était la preuve qu'elle comptait. Même les parents éloignés ont reçu des enveloppes, un petit geste pour leur dire qu'ils avaient leur place ici. Quand on n'a pas appelé mon nom, je me suis dit que c'était une erreur. 5 minutes ont passé. Puis 10. Finalement, j'ai demandé. Papa n'a pas hésité. Il n'a pas baissé la voix. Il m'a juste regardé comme si j'étais une étrangère qui s'était éternisée. « Pourquoi est-ce que je dépenserais de l'argent pour toi ?» a-t-il dit. « C'est toi qui as quitté la famille. » Puis, comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté. « Tu es là par habitude. Tu n'as plus vraiment ta place ici. » Mon frère a ri. J'ai souri et je suis sorti, sachant que c'était le dernier jour où je demanderais à vivre au sein de ma propre famille. Je m'appelle Stella Parker, et pendant longtemps, j'ai cru que rentrer à la maison avait une signification particulière. Je n'avais pas prévu d'être là le jour de l'an. J'ai failli rester dans mon appartement, me disant que la distance était plus saine, qu'être adulte signifiait choisir la paix plutôt que la tradition. Mais papa avait appelé 3 fois en une semaine, chaque message vocal se terminant de la même façon. « C'est le nouvel an », disait-il. « Sois là. Nous sommes toujours une famille. » Alors j'ai pris la voiture pour rentrer. La maison était exactement comme toujours, trop propre, trop mise en scène, comme une salle d'exposition se faisant passer pour une maison. Les photos encadrées le long du couloir racontaient une histoire soigneusement remaniée de nos vies, anniversaires, remises de diplômes, fêtes. La plupart, je les avais manquées, partiellement ou totalement. J'ai remarqué que cette fois-ci, je ne l'avais pas vu auparavant. Mon père, Richard, a à peine levé les yeux de son téléphone quand je suis entré. « Tu es en retard », a-t-il dit en regardant l'heure comme si j'avais manqué une réunion. « Bonne année à toi aussi », ai-je répondu en forçant un sourire. Ma mère est restée près de la cuisine, faisant semblant d'être occupée. Mon frère Ethan était affalé sur le canapé, les yeux rivés sur son écran, déjà à moitié ennuyé par la journée. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne ne m'a demandé comment j'allais au travail, dans quelle ville j'habitais maintenant, ni depuis combien de temps on ne m'avait pas vu. Je me suis dit de ne pas y prêter attention. C'était ma vieille habitude de trouver des excuses à des silences qui, pourtant, étaient assourdissants si on y prêtait attention. Le déjeuner s'est déroulé par bribes de conversations anodines. Papa a parlé affaires. Ethan s'est plaint des embouteillages. J'ai hoché la tête quand on me l'attendait, j'ai ri quand j'en ai ressenti le besoin. J'étais techniquement présente, mais j'avais l'impression d'observer la scène à travers une vitre. Assez près pour tout voir. Trop loin pour y toucher. Quand papa a annoncé qu'on s'offrirait des cadeaux après le dîner, j'ai ressenti une oppression dans la poitrine. Non pas parce que je voulais quelque chose de cher, non pas parce que les cadeaux m'importaient, mais parce que dans ma famille, les cadeaux n'étaient jamais de simples cadeaux. Ils étaient une preuve. La preuve que tu étais encore vu, encore compté, que tu valais encore la peine qu'on fasse l'effort. Tandis que les papiers cadeaux s'empilaient sur la table basse et que les noms étaient appelés, j'essayais de ne pas penser à ce que cela signifierait si le mien n'était pas distribué. Je me suis assis, j'ai joint les mains et j'ai attendu. À ce moment-là, je croyais encore que cette journée pourrait se terminer normalement. Je me trompais. Les cadeaux étaient distribués comme une représentation que papa avait répétée. Il se tenait près de la table basse, ses lunettes sur le nez, appelant les noms avec un aplomb qui emplissait la pièce. Chaque personne s'avançait, prenait sa boîte ou son enveloppe, remerciait et se retirait avec un sourire. C'était efficace, maîtrisé, familier. « Tante Linda, une écharpe », s'exclama-t-elle, d'un ton à la fois théâtral et satisfait. « Ethan, une montre élégante. » Mon frère sourit et vérifia aussitôt la marque, inclinant son poignet pour que tout le monde puisse la voir. « Cousin Marc, une enveloppe. » Il hocha la tête, suffisamment reconnaissant pour ne pas poser de questions. Assise au bord du canapé, le dos droit, les mains jointes sur les genoux comme si j'attendais mon tour pour parler en classe, je me disais de ne pas tirer de conclusions hâtives. Papa était méthodique. Il aimait l'ordre. Peut-être avait-il gardé le mien pour la fin. 5 minutes passèrent. Puis 10. Mon sourire commença à se figer, comme une glace, tandis que la pièce bourdonnait autour de moi. Les conversations se chevauchaient. Du papier cadeau se déchirait. Quelqu'un resservait du vin. Personne ne me regardait. C'est alors que la réalisation m'envahit, lentement et avec dégoût. Il ne m'avait pas oublié. Il m'avait ignoré. Je regardais ma mère. Elle évita mon regard. Je regardais Ethan, espérant déceler ne serait-ce qu'une lueur de gêne. Il était trop occupé à s'admirer dans l'objectif de son téléphone.
La pièce me parut plus petite, l'air plus lourd, comme si j'occupais une place qui n'était pas la mienne. J'attendis encore quelques secondes, leur inventant toutes sortes d'excuses. Puis je m'éclaircis la gorge. « Salut », dis-je d'une voix légère, détestant le ton bas de ma voix. Ai-je oublié de me présenter? Un silence étrange, comme seules les familles savent le faire, s'installa dans la pièce, comme si chacun avait décidé de s'arrêter et de regarder sans parler. Papa se tourna lentement vers moi. Son expression n'était ni confuse, ni avouée, mais irritée. C'est à ce moment-là que je compris que j'avais déjà perdu quelque chose pour lequel je me battais encore sans m'en rendre compte. Papa ne haussa pas le ton. Il ne soupira pas. Il n'avait même pas l'air en colère. C'était le pire. « Pourquoi aurais-je dépensé de l'argent pour toi ?» dit-il comme s'il expliquait une évidence à un enfant qui ne comprenait pas. « C'est toi qui as quitté cette famille. » Ces mots résonnèrent comme un coup de massue, mais il n'avait pas fini. « Tu as fait tes choix ?» poursuivit-il en ajustant la pile de boîtes cadeaux vides sur la table. « Tu es parti. Tu fais ta vie maintenant, alors ne reste pas là à t'attendre à être traité comme avant. » Pendant un instant, je restai sans voix. J'avais les oreilles qui bourdonnaient, comme si la pièce avait perdu l'équilibre. « Je ne pars pas, » ai-je fini par dire. J'allais travailler. Tu le savais. Papa a ri brièvement, sans joie. C'est ce que tu te dis. Il s'est adossé au comptoir, a croisé les bras et s'est recroquevillé comme s'il attendait ce moment. Tu es là par habitude, Stella, a-t-il dit. Tu n'as plus vraiment ta place parmi nous. Ma mère fixait le sol. Personne ne l'a repris. Ethan a reniflé sur le canapé. Waouh, a-t-il dit en secouant la tête. Je suppose que tu as enfin compris. Je me suis tourné vers lui, la poitrine serrée. Comprendre quoi? Ai-je demandé. Que tu n'es plus à notre niveau? A-t-il dit en souriant. Tu as quitté l'entreprise familiale. Tu nous as quittés. Voilà le résultat. Quelque chose en moi a craqué, discrètement, sans que personne d'autre ne puisse l'entendre. C'était plus silencieux, comme un fil qui casse après avoir été trop tendu. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi. Les photos, les cadeaux, les gens qui portaient le même nom de famille que moi, et rien d'autre. Je me suis sentie insignifiante. Puis, étrangement, j'ai eu le sentiment d'en avoir fini. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendue. Je ne leur ai pas demandé de revenir sur leur décision. J'ai souri, non pas parce que j'allais bien, mais parce que c'était terminé. J'ai pris mon manteau, j'ai longé la table basse, témoin de mon insignifiance, et je me suis dirigé vers la porte. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a suivi. En sortant dans l'air froid de janvier, j'ai réalisé quelque chose qui m'a effrayé et, en même temps, libéré. Ils pensaient que c'était la fin de l'histoire. Pour moi, c'était le début. Le trajet du retour à mon appartement m'a paru interminable. Les rues étaient calmes, encore empreintes de ce silence étrange du Nouvel An, comme si le monde retenait son souffle. Je répétais sans cesse les mots de papa, chaque phrase résonnant en boucle, tranchante et délibérée. Tu es parti. Tu n'as pas ta place. Tu n'es pas à notre niveau. Ce soir-là, seul dans mon appartement, je me suis enfin autorisé à affronter la vérité que j'évitais depuis des années. Je n'avais pas quitté ma famille. J'étais parti pour survivre. À 22 ans, l'entreprise familiale, Parker Home Solutions, commençait déjà à flancher. De l'extérieur, elle paraissait florissante, gros chantier, clients fidèles, argent qui circulait sans cesse. Mon père adorait ça. Il aimait serrer des mains, raconter des histoires, être l'homme de confiance de tous. Ce qu'il détestait, c'étaient les questions. Et c'était moi qui les posais. Je remarquais des factures qui ne correspondaient pas. Des chantiers marqués comme payés, mais jamais relevés à la banque. Des dépenses justifiées par un haussement d'épaule et une plaisanterie sur le côté chaotique du bâtiment. Ne t'en fais pas, disait mon père. Il répétait que les chiffres ne disaient pas tout, mais je savais qu'il racontait une histoire, et qu'elle n'était pas belle. Alors je suis parti. Sans colère, sans drame. Je suis parti à Chicago, j'ai trouvé un emploi en comptabilité et conformité, et j'ai construit une vie qui avait du sens pour moi. Je me disais que la distance apaiserait les choses, qu'une fois ma réussite prouvée, ils me respecteraient. Au lieu de cela, ma fin est devenue l'histoire qu'ils ont racontée à mon sujet. Elle se croit supérieure à nous. Elle a choisi des inconnus plutôt que sa famille. Elle a abandonné ce qui comptait. À mon retour pour les fêtes, je n'étais plus leur fille. J'étais la preuve de leur trahison. Ce qu'ils n'ont jamais dit ouvertement, mais qu'ils ont pourtant clairement fait comprendre, c'est que tant que je leur servais, ils me toléraient. Dès que j'ai cessé de correspondre à leur conception de la loyauté, je suis devenu superflu. Allongé dans mon lit cette nuit-là, les yeux fixés au plafond, j'ai réalisé quelque chose de troublant. Leur comportement du jour de l'an n'avait rien d'impulsif. C'était juste la première fois qu'ils ne se donnaient plus la peine de le cacher.
Et sous cette douleur, une autre pensée a émergé, silencieuse mais impossible à ignorer. Il me confiait encore quelque chose d'important. Quelque chose qu'il pensait que je ne remettrais jamais en question. Il se trompait. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Peu après minuit, je me suis levé et j'ai ouvert mon ordinateur portable, plus par habitude que par intention. La lueur de l'écran emplissait mon appartement, familière et stable d'une manière qui n'avait jamais été le cas avec ma famille. 2 ans plus tôt, papa m'avait demandé un service. « Aide-nous juste à nous organiser un peu », m'avait-il dit. « Tu es doué avec les chiffres. Fais quelque chose de simple. » J'avais créé un système interne basique pour Parker Home Solutions. Rien de sophistiqué, juste de quoi enregistrer les travaux, suivre les paiements et comparer les acomptes aux factures. Papa en était fier, se vantant auprès des clients que sa fille travaillait dans la finance. À l'époque, c'était comme un petit lien avec la famille. Ce soir-là, je me suis connecté pour la première fois depuis des mois. Au premier abord, tout semblait normal. Des noms de travaux familiers, des montants familiers. Puis j'ai commencé à faire défiler lentement et attentivement, laissant mon instinct professionnel prendre le dessus. Quelque chose clochait. Une rénovation avait été payée intégralement, mais seule une partie de la somme avait été déposée. Un autre travail avait été marqué comme encaissé sans compte bancaire correspondant. Puis un autre, et encore un autre. J'ai filtré par date, par lieu, par type de paiement. Le même schéma se répétait inlassablement, silencieusement. Ce n'était ni de la négligence, ni un oubli. C'était intentionnel. J'ai senti une oppression thoracique en réalisant ce que je voyais. Les paiements en espèces étaient enregistrés juste assez pour paraître légitimes, juste assez pour satisfaire les clients, tandis que le reste disparaissait avant même d'arriver à la banque. Et puis je l'ai vu. Mon nom figurait toujours sur les documents de conformité, toujours associé à des documents dont l'exactitude était présumée, toujours légalement lié à des décisions que je n'avais pas prises. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai fixé l'écran, les mains glacées malgré le ronronnement du chauffage à côté de moi. Le jour de l'an, il m'avait clairement fait comprendre que je n'avais pas ma place dans leur salon. Mais ici, dans le système qu'il m'avait confié, la construction, j'étais encore très impliqué. Ils m'avaient effacé de leur vie. Mais ils n'hésitaient pas à m'utiliser comme bouclier. À cet instant, la douleur d'avant n'a pas disparu, mais elle s'est transformée. Elle s'est cristallisée en quelque chose de différent, de plus stable, de dangereux dans sa clarté. J'ai alors compris pourquoi papa avait été si sûr de lui en me parlant. Il pensait que je me tairais. Il pensait que, peu importe à quel point il me faisait me sentir invisible, je les protégerais simplement parce que nous portions le même nom de famille. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement. Non pas parce que j'avais terminé, mais parce que je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Au lever du soleil le 2 janvier, ma décision était déjà prise. Je ne l'avais pas prise sous le coup de la colère. Il n'y a pas eu de crise de nerfs, pas de moment où j'ai claqué mon ordinateur en jurant vengeance. J'ai ressenti à la place une lucidité froide et imperturbable. Celle qui s'installe quand le déni prend enfin fin. Si je restais silencieuse, je ne protégeais pas seulement ma famille. Je me protégeais aussi des conséquences dont ils ne prendraient jamais la responsabilité. J'ai passé la matinée à travailler avec une concentration qui m'a moi-même surprise. J'ai exporté les données méticuleusement. Chaque mission, chaque type de paiement, chaque anomalie. J'ai créé des synthèses qui révélaient des tendances au fil du temps, claires, factuelles, impossibles à écarter comme de simples coïncidences. J'ai imprimé les rapports, surligné les lacunes et tout étiqueté clairement. Pas d'opinion, pas d'accusation, juste des chiffres qui disent la vérité. J'ai copié l'intégralité des données sur une clé USB, puis j'y ai ajouté un lecteur simplifié pour que n'importe qui puisse l'ouvrir sans autorisation spéciale. Une fois terminé, j'ai placé l'appareil et les rapports dans une simple boîte en carton. Sur le dessus, j'ai posé un mot. Merci de vérifier. C'est tout. Pas de signature, pas d'explication, pas de plaidoyer. À 8h15, un coursier est venu la chercher chez moi. À 8h47, elle a été livrée devant la porte de mes parents. Je n'étais pas là pour voir leur visage quand la sonnette a retenti, mais je pouvais parfaitement l'imaginer. Mon père, toujours persuadé qu'il s'agissait d'un malentendu. Ma mère, déjà inquiète, sentait que quelque chose clochait. Ethan, irrité, supposait que c'était encore un problème que quelqu'un d'autre réglerait. À 92 heures, mon téléphone s'est mis à vibrer. Le nom de mon père est apparu sur l'écran. J'ai laissé sonner, puis celui de ma mère, puis celui d'Ethan. Des SMS ont suivi. Qu'est-ce que c'est? C'est une blague? Tu es allé trop loin, Stella. J'ai posé mon téléphone face contre table et me suis assise à la table de la cuisine, les mains crispées sur une tasse que je n'avais pas touchée. Mon cœur battait la chamade, mais sous la peur se cachait quelque chose d'inattendu, du soulagement.
Pour la première fois, je ne me suis pas justifiée. Je n'ai pas cherché à être comprise. Je n'ai pas essayé de m'intégrer. Je leur avais dit la vérité et j'avais pris du recul. La suite ne se déciderait plus à voix basse ni sous la pression familiale. Elle serait décidée par les faits, les archives et les lois, sans se soucier des noms de famille. Ils m'avaient traité comme si je n'existais pas. À présent, ils étaient obligés d'affronter une réalité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ethan est arrivé chez moi cet après-midi-là comme si de rien n'était. Il n'a pas frappé comme un inconnu. Il a frappé comme on frappe quand on pense avoir encore des droits sur vous. 2 coups secs suivis d'une pause, comme si j'allais ouvrir. Je l'ai observé par le Judas un instant, quelques secondes de trop. Quand je l'ai enfin fait entrer, il refusait de s'asseoir. Il faisait les 100 pas. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire » a-t-il demandé en passant une main dans ses cheveux. Papa est furieux. Maman est à bout de nerfs. Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Je leur ai donné les informations. Tu les as pris par surprise, a-t-il sifflé. Pour une stupide fête. Ce mot m'a blessé plus que je ne l'aurais cru. Stupide. C'est donc ça que tu as pris? Ai-je demandé doucement. Une fête. Il a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé comme si j'exagérais. Alan, Stella. Tu sais comment est papa. Tu n'avais pas besoin d'envenimer les choses comme ça. Envenimer les choses. Comme si j'avais haussé le ton au lieu de leur donner les preuves. Ils disent que ça pourrait ruiner l'entreprise. Il a continué. Il pourrait y avoir des audits, des amendes, des problèmes juridiques. Tu es en train de détruire la famille. J'ai expiré lentement. Non, ai-je dit. Je n'ai rien détruit. J'ai juste craqué. Ethan Aranafel. Tu fais toujours ça. Tu pars, puis tu reviens et tu te prends pour quelqu'un de supérieur, comme si tu étais au-dessus de tout ça. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Je suis parti pour ne plus en arriver là. Sa mâchoire s'est crispée. Papa croit que tu essaies de le punir. Finalement, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je me protège. Il a secoué la tête. Tu es égoïste. Ce vieux mot, celui qu'il sortait toujours quand je refusais d'assumer les conséquences de leur choix. Égoïste, ça aurait été de me taire, ai-je dit. Égoïste, ça aurait été de signer des documents mensongers. Pendant un instant, il est resté sans voix. Puis il a changé de sujet. Pense à maman, a-t-il dit plus doucement. Elle a peur. Pense à tout ce qu'ils ont monté. À l'image désastreuse que ça donne. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Ils ne m'ont pas demandé si j'allais bien. Ils m'ont demandé de faire comme si de rien n'était. J'ai pensé à eux. J'ai dit que pendant des années, j'avais étouffé l'affaire. J'avais minimisé. J'ai tout justifié. Et rien de tout ça n'a fait de moi une fille, hier, dans ce salon. Ethan me fixait. La prise de conscience qui a brièvement traversé son visage a vite laissé place au ressentiment. Ce n'est pas toi, a-t-il murmuré. Avant, tu faisais toujours passer la famille avant tout. J'ai soutenu son regard sans ciller. Faire passer la famille avant tout, c'est ce qui m'avait rendu invisible. Il est parti peu après en claquant la porte plus fort que nécessaire. Quand le silence est retombé dans l'appartement, mes mains tremblaient. Mais ma détermination n'était pas due à la culpabilité. À la peur, car sous cette culpabilité se cachait une vérité solide et indéniable. Ils ne voulaient pas assumer leur responsabilité. Ils voulaient le silence. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais plus disposé à le leur accorder. L'avocate n'a pas hésité quand j'ai posé la question que j'évitais depuis le jour de l'an. Si je sais que cela se produit, ai-je dit d'une voix assurée malgré l'oppression dans ma poitrine, et que je garde le silence. Suis-je responsable? Sa réponse n'a pas été nuancée. Oui, en un mot, clair, définitif. Elle m'a expliqué calmement mes options, comment documenter ce à quoi j'avais accès, comment me protéger juridiquement, comment dissocier mon nom des décisions que je n'avais pas prises. Elle a parlé de conformité, de responsabilité et de rapport. Non pas en termes de punition, mais en termes de protection. C'était important pour moi. Je ne voulais pas me venger. Je voulais prendre mes distances avec un désastre qui n'était pas le mien. J'ai tout classé par les voies légales appropriées. Je n'ai ajouté aucun commentaire. Je n'ai pas raconté ma version des faits. J'ai laissé les documents parler d'eux-mêmes. Après cela, j'ai cessé de répondre au téléphone. Les semaines ont passé. Puis les mois, des réunions auxquelles je n'étais pas invité, des conversations dont je n'ai entendu parler que par ouï-dire. L'entreprise a été licenciée, des contrats ont été perdus. Le récit familial a changé. On est passé de « malentendu » à « pas besoin d'aller aussi loin ». Mais quelque chose d'étrange s'est produit dans ma vie. L'anxiété constante qui me rongeait depuis des années a commencé à s'apaiser. Je dormais mieux. Je me concentrais sur mon travail. Je ne sursautais plus à chaque sonnerie de téléphone.
Je n'étais plus invisible. Du moins, pas à mes propres yeux. Aujourd'hui, je travaille dans le conseil en conformité. J'aide les entreprises à éviter les erreurs précises commises par ma famille. J'enseigne que la transparence n'est pas une menace, mais une protection. Mon père et mon frère ne m'appellent plus. Ma mère m'envoie parfois des messages qui ne ressemblent jamais vraiment à des excuses. Et c'est très bien comme ça. Car le jour de l'an, lorsqu'ils ont décidé que je n'existais pas, ils m'ont involontairement offert quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, la liberté. Je suis sorti de cette maison en souriant, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'en avais enfin fini de chercher à m'intégrer, dans un monde où je n'avais de valeur que lorsque je me taisais. Parfois, choisir de s'affirmer n'a rien de dramatique. Parfois, cela consiste simplement à s'éloigner calmement et à laisser la vérité là où elle était.